Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce samedi 26 avril. Vous écoutez le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour et bienvenue dans le courrier des auditeurs animé par Megouin. et Florian Dai. Merci de nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par faire quelques annonces. Tout d'abord, vous vous attendez peut-être les Fanions, édités par Radio Taïwan International pour l'année 2025, sont enfin arrivés. Oh oh. Oui, donc comme chaque année, on vous invite à nous envoyer des rapports d'écoute pour recevoir chacun un Fanion, édité que pour l'année en fait. Et cette année, le motif représente, j'ai du mal à comprendre, je suis désolée, je le dis tout de suite, c'est un motif qui est une sorte d'image visuelle que RTI utilise pour son petit musée au sein de la radio, au siège de Taipei en fait. Et du coup, c'est une sorte qui a beaucoup de points et des lignes. Je ne l'ai pas vu, je ne vais pas pouvoir aider à donner une description plus claire. Non, bah j'ai On mettra demandé. peut-être une photo. On mettra une photo, bien sûr, et j'ai posé la question aux personnes qui l'ont reçu, qui l'ont conçu, en fait. Et du coup, c'est pas des choses, des réponses très claires. Du coup, si vous comprenez, je pense que c'est lié aux informations. Ça représente des points et des lignes, voilà. Les lignes, ça peut être des ondes et puis Des points finaux. J'en sais. des points de suspension. Voilà. Donc, si vous souhaitez recevoir les Fanions de 2025, il nous faut 3 rapports d'écoute de différentes émissions. Et lorsque vous nous envoyez des rapports d'écoute et du courrier, merci de préciser que vous souhaitez recevoir le Fanion 2025. Cela facilitera le travail de Maëva qui s'occupe du courrier pour nous. Voilà, merci beaucoup. Et sinon, une deuxième annonce qui est d'ailleurs très importante parce que la semaine dernière, il y a certains auditeurs, notamment Christian Kibordeaux, nous a signalé que la diffusion du programme français vers l'Afrique, donc du dimanche dernier, n'était pas diffusée parce que c'était à la place, c'était le programme de RFI. Bah, vous savez que pour le dimanche, on diffuse notre programme hebdomadaire vers l'Afrique via RFI à Issoudun. Et le problème de cette fois-ci, c'est que c'était pas le programme de RTI qui a été diffusé sur la fréquence 13 835 et kHz. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas la première fois depuis le changement de fréquence que les programmes de RTI ne sont pas diffusés sur cette fréquence-là. Il y a déjà eu des programmes japonais qui ont été diffusés. C'est d'ailleurs un auditeur japonais qui nous ont signalé. Et du coup, ça devient inquiétant. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, si vous pouvez essayer de ne capter sur 13 835 kHz également entre Demain. Oui, également de 19h à 20h temps universel. Peut-être vous pouvez nous dire si les programmes sont diffusés normalement parce qu'on a essayé d'envoyer un mail à RFI. On n'a pas encore eu de retour et du coup, j'aimerais bien éviter que la situation continue en fait, que nos programmes ne soient pas diffusés comme il aurait dû être. Donc, merci d'être vigilant et d'être nos oreilles merci aussi beaucoup. En Europe ou oui. vous soyez en Afrique. Oui, voilà. Donc, c'est par rapport aux annonces de RTI. Ensuite, on a encore des concours à vous rappeler puisque c'est la fin du concours mensuel d'avril. Nous sommes déjà à la fin du mois. On vous demandait pourquoi certaines influenceuses chinoises ont été récemment expulsées de Taïwan. Donc, c'est des raisons assez simples, assez complexes, mais on en a pas mal parlé dans les actualités, dans les programmes à l'antenne en fait. C'est surtout pour ça. Ouais. Et puis, si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner 3 porte-clés et porte-monnaie au logo de RTI aussi. Voilà. Et pour le concours trimestriel,
On vous demandait quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France. Oui, c'est vrai, ça va arriver très prochainement. Et d'ailleurs, j'ai reçu une invitation pour participer à cette compétition. Je crois que j'ai aucune performance sportive pour participer à ces compétitions. L'important, c'est de participer. Mais j'ai le critère le plus important pour en participer. En fait, moi, je pense que je pourrais aussi. Je sais pas. Mais j'ai pas été invitée. Tu vois, je pense qu'il y a une priorité aux personnes, plus en avance, entre guillemets. Voilà, comme cadeau, on vous propose 3 autocollants brodés, en fait, au motif typiquement taïwanais. Donc, c'est des autocollants que vous pouvez coller sur les tissus aussi, sur les sacs. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces 2 concours qui sont encore valables, surtout pour le mois d'avril. Il vous reste à peu près une semaine. Et pour le deuxième, il vous reste plus de temps puisque c'est avril, mai, juin. Voilà, c'est donc par rapport aux annonces à faire. Et maintenant, nous allons répondre aux questions des auditeurs. Mais avant cela, je souhaite saluer tout d'abord Paul Jamet qui a partagé des informations avec nous sur le monde de la BD se porte bien à Taïwan. Et il a également noté que RTI a consacré plusieurs nouvelles et articles à la bande dessinée taïwanaise. Et du coup, Paul Jamet a aussi partagé des informations qu'il a retrouvées en ligne sur les BD taïwanaises à la conquête du monde. Effectivement, c'est bien d'en parler dans le sens où depuis quelques années, je dirais que c'est depuis l'ancienne ministre de la Culture, Zheng Lijun, Taïwan a mis un effort particulier dans le développement de la BD originale création de Taïwan. Pendant longtemps, on est plus réceptif aux acheteurs de la BD japonaise. Effectivement. Oui, avec des mangas en fait. Et là, il y a pas mal de BD, à la fois du style plutôt japonais ou un mix aussi avec des influences européennes. Et puis, il y a aussi un développement des BD plutôt de style documentaire qui racontent des histoires vraies. Et on en avait parlé aussi dans plusieurs émissions diverses et variées, des décryptages. Donc oui, et d'ailleurs, mon émission d'hier parle aussi de livres taïwanais. Donc, si vous ne l'avez pas entendu, vous pourrez y retourner. Voilà. Et parce que c'est quelqu'un, Min-Yu, c'est une Taïwanaise qui vit en France et qui propose sur son site, la boutique de Taïwan, d'acheter les livres taïwanais traduits en français. Donc, si vous êtes en France et que vous souhaitez lire des BD taïwanaises, vous pouvez vous rendre sur ce site-là. Une manière d'en acquérir, en fait. Voilà, donc si vous êtes en France, c'est une possibilité d'acheter des livres à Taïwan, sur Taïwan, de Taïwan plutôt, en français. Ouais. Voilà. Et sinon, les BD taïwanaises, je disais tout à l'heure, c'est grâce à la volonté du ministère de la Culture, en fait, qui a créé une agence qu'on appelle Taika, l'agence de création du contenu culturel de Taïwan en 2019, qui encourage donc largement la création propre à Taïwan, que ce soit littérature, la BD, mais également la création du cinéma, aussi de séries télévisées. Réalité virtuelle, et aussi la traduction à l'étranger de ces productions taïwanaises. Voilà. Et donc la BD taïwanaise fait partie d'une catégorie choisie. Taïwan va d'ailleurs créer une base qu'on appelle une base de la BD taïwanaise où on peut trouver tous les différentes publications qui ont eu lieu à Taïwan pendant différentes époques. Et sinon, de manière générale, la BD taïwanaise a pour caractéristique de traiter des sujets très variés, comme tu disais, de histoire documentaire ou encore l'identité, le militantisme de Taïwan. Il y a aussi bien sûr des choses beaucoup plus ludiques et créatives. Voilà. Oui, il y a aussi des histoires d'amour, des histoires d'aventure. Voilà.
Il y en a pour tous les goûts. Et Paul Jamet demande, en plaisantant, à quand l'histoire de RTI en BD, parce qu'il se souvient en 2020, Tiffany Lee lui avait répondu en fait à sa demande pour préparer un article publié dans le bulletin du Radio Club du Perche, Antenne de Perche. C'était novembre-décembre 2020. Et on se souvient que Tiffany avait choisi de dessiner son parcours, son histoire, en fait. À la radio. À la radio. Voilà, donc à quand l'histoire de... Mais je trouve que c'est une excellente idée, en fait, de réaliser l'histoire de RTI en BD, parce que vous savez peut-être pas que RTI a publié récemment un ouvrage en chinois qui s'appelle « L'ère des ondes courtes ». Et là, cet ouvrage raconte donc le début de la diffusion en ondes courtes de RTI. Et bien sûr, ensuite, la guerre, ce qu'on appelle la guerre psychologique vis-à-vis de la Chine. Et il y a une bonne partie qui est consacrée au partage des différents animateurs dans leurs échanges avec les auditeurs, ou alors dans leur travail au quotidien, les grands moments à ne pas oublier. Certains ont parlé par exemple de l'événement de Tiananmen, parce qu'ils étaient là depuis plus longtemps. Et du coup, ça m'a fait penser que pourquoi pas faire ce genre de livre, mais en BD. C'est aussi une idée pas mal en fait. On pourrait peut-être essayer de recruter Suzanne, notre ancienne stagiaire, parce qu'elle fait aussi beaucoup de dessins et des bandes dessinées. Donc on pourra lui suggérer l'idée. Mais on pourra d'abord suggérer l'idée. Sans prendre d'engagement non plus. À la direction d'abord, de vouloir publier un livre. Voilà. Donc merci beaucoup à Paul Jamet d'avoir parlé de la BD taïwanaise. Et on salue également Philippe Marsan, qui nous a écoutés samedi dernier, donc le 19 avril, et il a dit que on a souvent cité à l'antenne l'association radiophile.org, et il nous en remercie. Et il a partagé que samedi 5 avril, il était à l'Assemblée générale en Haute-Normandie, non loin de Rouen. Et c'était, le dimanche, c'était la bourse brocante radio ancienne, très fournie, avec pas trop de visiteurs et de participants, car toute la zone nord de la Loire, sauf Paris, était en vacances scolaires à cette période-là. Mais il a précisé que ce fut une occasion de parler des stations radio internationales, notamment de RTI, que l'on peut recevoir à 19h temps universel, avec un récepteur de collection relié à une grande antenne, et de préciser ce rôle important de l'amitié qui nous lie au travers des ondes, au-delà des océans et des continents. Qu'est-ce que c'est beau en fait, avec tout cet univers des ondes courtes. Et il a aussi, il nous indique également les rencontres des amis de la radio à Gretz-sur-Roc dans la Sarthe, à moins de 200 km de Paris. Ce sont les 7 et 8 juin prochains. Voilà. Donc, oui. On le remercie beaucoup. Ça fait plaisir en fait. Oui. Et j'en profite aussi peut-être pour répondre à une question de Philippe Marsan aussi, qui nous avait envoyé la semaine précédente au sujet des hirondelles qui reviennent en ce moment en France, en tout cas qu'il a observé. Et à Taïwan aussi, c'est vrai que j'en ai vu plusieurs ces derniers temps. Et donc, il nous demandait si les hirondelles sont protégées et quel type d'espèces on voit à Taïwan. Alors, la plus fréquente, c'est aussi l'hirondelle rustique, qu'on appelle aussi l'hirondelle de cheminée, qui niche à Taïwan entre mars et juillet. Et donc, selon la Taipei City Wild Bird Society, chaque année, entre juillet et août, on peut aussi observer des dizaines de milliers d'hirondelles dans les zones humides de Wugu et de Luzhou, qui élisent domicile dans les roseaux, en fait. Mais il y en a aussi beaucoup en ville, sous les arcades. C'est très fréquent de repérer des nids d'hirondelles. Et d'ailleurs, il y a des activités d'observation d'hirondelles qui sont organisées, en fait, chaque année lors de cette période, pour que les gens y aillent et admirer le passage. C'est assez impressionnant en fait. Oui, alors effectivement, soit voir les passages pendant les migrations, soit c'est aussi possible de s'enregistrer en fait, de fournir des informations des hirondelles qui font leur nid en ville
en remplissant un formulaire pour se joindre à ce qui s'appelle les 100 observateurs d'hirondelles de fenêtre. Donc c'est entre maintenant et la fin du mois de juillet, donc avant la fin de la saison de reproduction, pour enregistrer à la fois le nombre d'hirondelles et leurs conditions de nidification et de reproduction. Cette société ou association des oiseaux sauvages de Taipei permet aussi de distribuer des planches à installer sous les nids qui évitent à la fois que les déjections salissent le sol ou ce qui se trouve sous le nid, et ça permet aussi de protéger les petits au cas où ils sont nombreux et où ils tomberaient du nid, ce qui arrive aussi parfois. En fait, à Taipei, en fait, dans beaucoup de rues où il y a des arcades, on peut voir des nids des hirondelles, en fait. Et pour la plupart du temps, les Taïwanais estiment que c'est plutôt un signe de bon augure. Et donc, on les enlève pas, mais c'est vrai que leurs déjections, en fait, peuvent paraître plus sales et qu'on met souvent, je vois souvent des cartons, en fait, par terre pour éviter que ça salisse le sol. Et donc, ce genre de planche, ça aide aussi. Oui, c'est ça. Après, ils disent aussi de faire attention en les installant parce que il faut pas déranger non plus les hirondelles qui nichent et éviter de leur faire peur au point qu'elles quittent le nid. Donc, on peut demander à un bénévole de l'association de venir voir et aider à l'installer de la meilleure manière possible. Ils disent aussi que si jamais on tombe sur un bébé qui est tombé du nid, on peut voir selon son état, en fait, s'il bouge, qu'il a les yeux brillants et ouverts, eh ben, on peut le remettre dans son nid. Et s'il a l'air plutôt faible et les yeux fermés, eh ben, on peut l'installer dans une petite caisse en carton, pas trop grande, hein, qui fait juste 2-3 fois sa taille, ça suffit, avec de l'eau et des aliments, et puis appeler le 1959 ou l'amener dans un centre de soins des oiseaux sauvages de la ville. Donc c'est un appel d'urgence de soins pour les animaux, en fait. C'est ça, les oiseaux surtout. Ouais. Après, l'hirondelle de fenêtre n'est pas la seule que l'on voit à Taïwan. Il y a aussi l'hirondelle de Tahiti, qu'on appelle aussi hirondelle du Pacifique. Un oiseau qui est répandu du sud de l'Inde jusqu'au Pacifique, qui a la tête et le dos bleu-gris, la poitrine rouge, mais une queue plus courte et moins fourchue que l'hirondelle rustique. Il y a aussi l'hirondelle striolée, qu'on voit à la fois à Taïwan, mais aussi au sud de la Chine et en Asie du Sud-Est, qui mesure 19 cm de long, avec une queue très fourchue. Et elle a un corps bleu, à l'exception d'un anneau brun rougeâtre au niveau du cou, et puis un croupion marron avec des rayures. C'est pour ça qu'elle s'appelle striolée. D'accord. Et elle a le visage, la face et le bas du corps qui sont plutôt blancs, avec des rayures sombres. Et les ailes sont brunes. Il y a aussi l'hirondelle rousseline, qu'on voit du sud de l'Europe jusqu'en Asie, qui est assez fréquente. Elle a un dessus bleu foncé, avec quelques stries dorsales blanches, et puis la nuque d'un roux assez vif, et le ventre et la poitrine orangés. Il y a aussi l'hirondelle à gorge grise, qui est plus petite et grise, qu'on voit en Asie centrale, donc Tadjikistan, Afghanistan et sous-continent indien, jusqu'au sud de la Chine à Taïwan et au nord des Philippines. L'hirondelle de rivage, qu'on connaît aussi en France, qui est brun cendré avec la gorge et le ventre très blanc. Et donc, voilà, elle est fréquente à la fois en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et dans une partie du nord de l'Asie. Et pour finir, il y a aussi à Taïwan l'hirondelle de Pallas, qu'on appelle aussi l'hirondelle aux pattes poilues. C'est un oiseau qui se reproduit dans les zones rocheuses en fait, du nord-est de la Russie, de la Mongolie et du nord de la Chine. Ils sont de passage à Taïwan. C'est ça, elle est juste de passage parce qu'elle hiverne au Myanmar, au Laos, au Vietnam et au Cambodge. Donc, Philippe Marsan demandait aussi si ces hirondelles sont protégées. Alors, aucune n'est classée parmi les espèces menacées, mais elles bénéficient toutes aussi de la loi de la protection des animaux. Et c'est déjà arrivé qu'une amende soit infligée à une personne qui, justement, détruit une vingtaine de nids d'hirondelles sous les arcades. C'est assez rare. Mais si c'est le cas, du coup, la personne a été filmée et donc elle a reçu une amende pour ça. Donc elles sont quand même protégées,
mais il n'y a pas de mesures particulières non plus qui sont spécialement mises en place Mm. pour protéger les hirondelles parce que C'est pas un animal menacé en fait. non, voilà, Mm. et il n'y a pas de grande diminution Mm. non plus qui est observée ces dernières années dans le nombre d'hirondelles que l'on voit à Taïwan. Voilà. Donc, merci pour cette question qui était très, très intéressante à préparer. Aussi très lié à l'actualité, à la saison en fait. Mais oui, c'est ça, parce que j'en ai effectivement vu plusieurs fois ces derniers Oui. temps des hirondelles. Mm. Donc ça fait plaisir, c'est le Ouais. printemps aussi. ici. Merci beaucoup à Philippe Marsan. Nous avons aussi ensuite des questions de la part de Jacques Augustin qui est lié aussi à l'actualité dans un premier temps parce que Jacques Augustin a entendu nos news en fait, nos informations et on parlait donc du décès du pape François et Bien le sûr. fait qu'à l'époque Taïwan voulait envoyer le plus haut responsable possible au Vatican pour participer aux obsèques. Oui, Et du coup, là, cette semaine, donc aujourd'hui, il y a eu les obsèques de Pape François et c'est pas le président de la République latine qui est allé en personne, même si le Vatican est un allié diplomatique de Taïwan. il aurait pu y aller et Il ça aurait a pu y surpris aller. pas mal de monde qu'il ne soit pas allé lui-même. Peut-être un contretemps ou autre raison, je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps en fait de préparation. Et du coup, le président de la République, a plutôt désigné l'ancien vice-président de la République, Chen Jianren, d'aller à sa place pour assister aux cérémonies au Vatican en fait. Et du coup, Chen Jianren est vraiment la personne parfaite, idéale, dans le sens où c'est vraiment un catholique pratiquant qui est allé plusieurs fois même au Vatican. Il avait rencontré le pape à 6 reprises, il me semble. Aussi, oui. Donc, c'est la personne idéale pour y aller. Et du coup, la question de Jacques Augustin, c'était pour savoir si on entretient toujours de relations diplomatiques avec le Saint-Siège et Oui. quand furent-elles établies, en fait. Effectivement, comme tu dis que le Vatican reste l'unique allié diplomatique En Europe. de Taïwan en Europe et nos deux pays ont établi des relations diplomatiques officielles en 1942. Le 23 octobre 1942, donc c'est entre la République de Chine et le Vatican pendant que la République de Chine était encore en Chine. Mais le contenu d'échange ou le statut d'échange a plutôt modifié au cours de l'histoire parce que dans un premier temps, nous avons plutôt une sorte d'ambassade du Vatican à Taïwan. Ça s'appelle la Nonciature apostolique de Taïwan. Mais par la suite, en 1971, on a été plutôt rétrogradé, entre guillemets, puisque le Vatican a décidé de ne plus mettre de l'ambassadeur. Donc, il n'y a plus de nonce apostolique du Vatican à Taïwan, mais c'est devenu un chargé d'affaires. Voilà. D'accord. Donc, le Saint-Siège nomme ainsi depuis un chargé d'affaires à la tête de la mission de la Nonciature de Taipei et qui poursuivant sa reconnaissance officielle de Taïwan tout en maintenant la possibilité d'une conversation possible avec la Chine. C'est notamment la volonté de Pape François, en fait, de pouvoir faire propager cette religion en Chine. Donc, il y a des accords de coopération qui ont été signés et Taïwan suit toujours de près la nature de ces échanges et on observe aussi ce qui va se passer avec le futur pape. Oui, bien sûr, parce que là, il y a beaucoup d'interrogations. Bon, à voir, effectivement, là, ce serait que de la spéculation que de dire ce qui pourrait se passer. Oui. Il y a quand même pas mal de questionnements, en tout cas, par rapport à ces relations qui pourraient évoluer avec l'arrivée d'un nouveau pape. On va voir ce qui va se passer. Et pour l'instant, actuellement, le chargé d'affaires du Saint-Siège à Taipei, c'est Monseigneur Stefano Mazzotti. Voilà. Donc, vous savez tout sur les relations entre Taïwan et le Vatican. Et Jacques Augustin avec une deuxième question sur les terres rares à Taïwan. Est-ce qu'on en produit? Est-ce qu'on dépend de l'importation? Oui, effectivement.
comme beaucoup de pays dans le monde, on dépend de l'importation de terres rares, en fait. Et la Chine reste le principal fournisseur de Taïwan. C'est vrai que depuis que la Chine a tenté d'utiliser terres rares comme une barrière commerciale, Taïwan a aussi essayé de diversifier la provenance de ses sources de terres rares. Donc la Chine reste le principal fournisseur de terres rares à Taïwan pour 70% environ, suivi des États-Unis et de l'Australie pour Taïwan. Mais lorsque j'ai voulu chercher des réponses par rapport aux questions de Jacques Augustin, je suis pour la première fois que, en fait, Taïwan a aussi des terres rares propres. Et c'est très très peu, en fait, c'est même stratégiquement important dans le passé. C'est pas en montagne, c'est pas souterrain. En fait, c'est à la plage. Oh. C'est dans le sud-ouest de Taïwan, sur la plage, plutôt dans les dunes, en fait. Et apparemment, dans cette zone, il y a une sorte de minéral qui s'appelle monazite. Et dans les années 50, Taïwan, le ministère de l'économie, avec le soutien des États-Unis, ont commencé à explorer les terres rares à Taïwan. Et à l'époque, ce qui intéressait les chercheurs, c'est le thorium. Et apparemment, une fois retravaillé après le traitement, le thorium peut se transformer en uranium. Et donc, à l'époque, c'était intéressant pour le développement nucléaire. Apparemment, Taïwan avait même le projet d'armement nucléaire à l'époque. Et du coup, avec le financement des États-Unis, Taïwan, avec le soutien aussi du ministère de la Défense, a commencé à explorer l'exploitation possible de cette terre rare. Et on a même établi une entreprise spécialisée dans la terre rare. Mais on s'est rendu compte finalement que financièrement, la valeur de ce qu'on peut retirer en fait des plages de Taïwan était vraiment peu intéressante. Et en plus, dans les années 90, il y avait la Chine qui a commencé à exporter de manière tellement bas chère les terres rares, ce qui fait que Taïwan a complètement suspendu son projet de rêve d'avoir des terres rares exploitation locale. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe à l'échelle internationale en ce moment, plusieurs chercheurs ont commencé à suggérer au gouvernement taïwanais d'établir un centre de stockage stratégique au niveau national des terres rares pour pouvoir être utilisé parce que tout ce que Taïwan produit, que ce soit les composants électroniques, les voitures, on a besoin des terres rares. Et du coup, les chercheurs ont commencé à conseiller la création d'un centre stratégique pour la réserve et aussi de profiter d'avancées de Taïwan en matière de technologie de récupération, de recyclage pour pouvoir réutiliser les terres rares qu'on peut réexploiter à partir des choses usées en fait. Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi une énorme quantité de déchets électroniques. Oui, et du coup, ça c'est des pistes d'orientation suggérées par les chercheurs. Maintenant, c'est à Taïwan, c'est au gouvernement de décider des futures orientations à entreprendre. Ouais. Eh bien, donc on remercie beaucoup Jacques Augustin pour ces questions. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et suivis en fait cette semaine. Merci pour vos rapports d'écoute. Et merci pour vos questions qui nous font toujours plaisir de découvrir et chercher des réponses. Oui. C'est très souvent intéressant parce que c'est pas forcément des sujets sur lesquels on serait spontanément allé. C'est vrai. Et je fais des découvertes de terres rares à Taïwan par exemple. Et moi des espèces d'hirondelles qu'il y a à Taïwan. Voilà. Donc, merci encore à vous et on vous souhaite une très bonne soirée de samedi et un très bon week-end. Voilà. Bye bye. Au revoir. C'était Florian Dai et Mei Guang pour Radio Taïwan International.